Hello tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur la fin de CDD. Et cette fin de contrat va nous servir de fil conducteur pour calculer le bulletin clarifié et retrouver le bulletin de contrôle ou le bulletin détaillé qui lui est associé afin de voir les liens qui peut exister entre l'un et l'autre et le passage de l'un à l'autre. Donc dans un tout premier temps, bien entendu, on déterminera les éléments du brut, on le fera assez rapidement. Il n'y aura pas trop de difficultés. Donc il s'agit dans un premier temps de commencer par calculer bien sûr la prime de précarité ou la prime de fin de contrat, puis les indemnités compensatrices de congés payés. Et nous passerons beaucoup plus de temps sur le calcul donc des cotisations. Nous verrons notamment de façon, on va dire, plus proche possible, la plus proche possible du réel, comment retrouver les taux de prévoyance et de mutuelle à partir d'un extrait d'une convention collective et d'un contrat de mutuelle plus ou moins copié-collé, on va dire, sur un contrat réel et existant. Et puis, nous nous attarderons peut-être un petit peu plus sur la régularisation des tranches de cotisation, puisque comme vous allez le voir, on va avoir un basculement du fait de la prime de précarité et des indemnités de congés payés. Donc nous allons avoir un basculement et il va falloir régulariser les tranches sur cette fin de période. Et nous devrons également vérifier si il faudra ou il ne faudra pas régulariser les taux de cotisation de la cotisation patronale maladie et de la cotisation patronale CAF. Donc sur ce, écoutez, je vous propose de passer directement au partage d'écran et de voir ce qu'il en est. Je vous retrouve de l'autre côté tout de suite. Alors, commençons avec le sujet. Je vais passer assez rapidement. Je vous laisserai retourner sur le blog pour récupérer les éléments dont vous avez besoin ou faire un arrêt sur image si vous préférez. Donc concrètement, il s'agit donc d'une société, en l'occurrence une jardinerie, qui a employé une salariée en CDD du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Nous nous situons au mois de mai, donc nous allons devoir établir son solde de tout compte. La société en question a un taux accident du travail qui est de 1,8% et elle ne cotise pas au titre du versement transport puisque le taux est de 0%. L'effectif est de 52 salariés, plus de 50 donc, et la convention collective est celle de la jardinerie et des grenetteries. Elle compte ses congés payés en jours ouvrables et les absences entrées-sorties sont déduites selon la méthode de la Cour de cassation. Les absences congés payés sont déduites quant à elles selon la méthode des jours ouvrables moyens. Ce n'est pas forcément la méthode que je recommanderais, mais c'est la méthode qui est utilisée dans cet exercice. Très concrètement, que vous dire de plus par rapport à l'entreprise? Donc effectivement, on a le contrat assurance santé, c'est-à-dire la mutuelle, en annexe 2 que nous verrons dans un instant, et même chose pour la prévoyance. Concernant la salariée, ce qu'il est important de retenir, c'est que donc effectivement nous nous situons au mois de mai, donc le mois de sa sortie. Elle a un salaire de 19,78 €, ce qui revient à 3 000 € par mois, sachant qu'elle est en CDD de temps plein, donc elle travaille 151,67 h mensualisées par mois donc en moyenne. Pour la mutuelle, elle a opté pour la formule privilège et elle sera assurée avec ses 2 enfants. Et que vous dire de plus? Elle est de catégorie bien sûr employée. Son taux passe est de 1,01%. Pour le reste, je vous laisse lire ce qu'il en est. Donc les autres éléments du sujet, donc nous avons son planning ainsi que le calendrier sur ces 9 mois de présence que j'ai mis par habitude mais qui ne vont pas trop nous servir. Par contre, ce qui va nous être évidemment utile ici, je continue à descendre peut-être, je peux aller, oui parfait, jusqu'en bas. Ce qui va nous être utile, c'est évidemment les salaires qu'elle a perçus sur la période, donc entre septembre et avril. Reste à déterminer évidemment le salaire du mois de mai. Et j'ai précalculé, donc j'ai vraiment simplifié au maximum le calcul du brut, donc j'ai précalculé les congés payés acquis, donc sur la période de juin, mais pour elle c'est septembre 2020 à mai 21, elle aura acquis 24 jours de congés payés, et ces congés payés, elle n'en a pas profité, elle n'en a pris aucun, donc il va falloir bien sûr l'indemniser. Par ailleurs, les assiettes de cotisation
entre janvier et avril sont en tranche A, tranche 1 de 12 000 euros, hein, puisqu'elle a un salaire inférieur au plafond de la Sécu. Et bien évidemment, les tranches B, tranche 2 sont égales à 0 euros. Donc voilà pour la partie sujet, nous pouvons passer aux annexes à présent. Donc nous avons 3 annexes. La première concerne la prévoyance. Il s'agit d'un extrait de l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux et qui concerne évidemment donc le personnel non cadre, puisque je vous rappelle que la salariée est employée, et il nous est indiqué que les cotisations sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié, et elles sont fixées comme il suit. Donc je vous laisse prendre connaissance du tableau. Donc concrètement, nous voyons que ces cotisations portent sur les tranches A et B et qu'elles sont réparties entre plusieurs risques sociaux, ce qui nous fait un total de 0,96. À partir de ces éléments, il va convenir de trouver le pourcentage à appliquer sur le bulletin à la salariée et à l'employeur. Donc deuxième annexe. Donc il s'agit cette fois-ci donc de la couverture santé ou de la mutuelle. Là j'ai inventé ce tableau, mais il est inspiré et il ressemble comme un petit frère, on va dire, à un tableau qui existe réellement. J'aime bien essayer de donner des exemples les plus concrets possibles, notamment pour les personnes qui sont en formation, de façon à ce que vous ne soyez pas trop désorientés le jour où vous vous retrouvez en situation réelle, et vous allez voir que, notamment pour la mutuelle, vous pouvez être confronté à tout type de contrat et avec tout type de façon de procéder et de déterminer les montants. En l'occurrence, il s'agit donc d'une couverture santé qui est basée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est divisé en 3 formules, de la moins avantageuse ou de la moins couvrante, si je puis dire, à la plus couvrante, à la plus protectrice pour la salariée. Donc il y a la formule de base, la formule privilège et la formule super privilège. Donc la salariée a opté pour la formule qui se trouve, la formule médiane, la formule privilège. Et ensuite, on a 3 cas de figure, solo, duo, et on a les parts supplémentaires par enfant. Et nous sont donnés des exemples de cotisations pour ne pas nous tromper dans le décompte. Donc je vous laisserai vérifier. Vous vous souvenez que la salariée avait décidé de couvrir également ses 2 enfants. Donc à vous de voir quel est le taux qui sera appliqué ici pour la salariée en question. Et ensuite, la troisième annexe, alors je vais passer peut-être assez rapidement, il s'agit tout simplement des taux applicables donc en 2021. Ici, c'est un extrait de ELF, mais vous pouvez retrouver très facilement sur Google, mais il en existe pléthore sur Internet, donc libre à vous d'opter pour une autre solution. Donc dans un premier temps, vous avez les taux URSSAF avec les assiettes et les répartitions. Et dans un deuxième temps, je peux tout afficher, vous avez tout ce qui est caisse de retraite, prévoyance et taxes et participation. Donc je vous laisse faire un arrêt sur image ou aller retrouver les taux qui vous conviennent n'importe où ailleurs. Encore une fois, c'est très répandu, on les trouve très facilement. Enfin, je vous présente très brièvement donc la trame vierge des 2 bulletins, donc bulletin de paye clarifié et bulletin de paye détaillé ou bulletin de contrôle. Si vous souhaitez, je les déposerai en annexe dans l'espace partagé. Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit très utile. On peut retrouver des bulletins où on peut reconstituer ses propres bulletins assez facilement, mais vous me direz à votre convenance, il n'y a pas de souci. Alors, voyons à présent la correction des éléments du brut. Donc, on va repasser rapidement le sujet et nous y sommes. La correction va être assez rapide puisque, comme je vous le disais, j'ai surtout mis l'accent sur la deuxième partie et sur le calcul des cotisations.
Donc dans un premier temps, on se pose la question de savoir, va-t-on avoir une déduction absence-sortie? En l'occurrence, la salariée sur le 31 du mois, donc nous n'avons aucune déduction à effectuer, ce qui veut dire par ailleurs que nous n'aurons donc pas à proratiser le plafond de la Sécu. Hein, je vous rappelle, faites bien attention à la différence entre proratiser et régulariser le plafond. On proratise le plafond lorsque une salariée ou un salarié est absent une partie du mois, ou lorsqu'il est en temps partiel, etc. En l'occurrence, la salariée va être présente tout le mois, elle n'est pas à temps partiel, donc nous n'aurons pas à proratiser le plafond de la Sécu. Je prends un petit peu les devants. Donc, première étape, nous calculons la prime de précarité ou la prime de fin de contrat, puisque celle-ci va être incluse dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés au dixième. Donc, nous sommes obligés de fait de commencer par elle. Nous n'avons pas eu d'indication nous disant que cette prime de précarité pourrait être inférieure à la règle de base, on va dire, enfin, la règle, le principe général qui est de 10%. Donc, nous appliquons une prime de préca à 10%. La salariée a travaillé 9 mois avec un salaire de 3 000 € par mois, ce qui nous fait 3 000 € fois 9 mois fois 10%, donc 2 700 €. Nous calculons ensuite l'indemnité compensatrice de congés payés. Et là, pour certains, je pense que c'est peut-être une surprise de voir que je fais la comparaison entre le maintien de salaire et le dixième. On vous a peut-être dit qu'il fallait calculer directement au dixième lorsque l'on calculait les indemnités compensatrices des CDD. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Disons qu'en pratique, c'est vrai, en droit, c'est faux. Ou en pratique, c'est vrai à 99,99%, j'imagine. Concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie que le salarié en CDD, comme tout salarié, est soumis au droit du travail. Et qu'une règle du droit du travail dit que l'indemnité compensatrice de congés payés doit à minima être égale au maintien de salaire. Donc cette règle s'applique aussi aux salariés en CDD. On a ensuite une deuxième règle qui elle est spécifique au CDD qui dit que le salarié en CDD percevra, donc s'il n'a pas l'occasion de prendre les congés payés, percevra une indemnité compensatrice de congés payés qui étant entendu que la prime de précarité doit être intégrée dans l'ensemble de ses rémunérations. L'indemnité ne doit pas être inférieure au dixième des rémunérations perçues. Donc, concrètement, cela veut dire qu'il faut effectuer une comparaison et que le CDD devra à la fois percevoir au moins le maintien de salaire et au moins 10% de l'ensemble de ses rémunérations, primes de précarité reçues. Dans les faits, du moment où l'on intègre dans le calcul du dixième la prime de précarité, eh bien le dixième est la plupart du temps le plus favorable. Et c'est donc la plupart du temps le dixième que l'on va appliquer. À moins que le salarié ait une très forte augmentation de salaire sur le dernier mois, une majoration de salaire sur le dernier mois qui va compenser en fait les 10% de prime de préca, eh bien, à moins qu'on soit dans une situation donc très particulière comme celle-ci, le dixième sera plus favorable. Donc là, je ferme la parenthèse que j'avais ouverte. Je ne peux pas m'empêcher, hein. Systématiquement, vous avez droit à des parenthèses. C'est plus fort que moi. Donc voilà, concernant le calcul du maintien de salaire, stricto sensu, vous vous souvenez, hein, on part sur un calcul simple. Donc on nous a indiqué que la société déduisait les absences congés payés selon la méthode des jours ouvrables moyens, donc forcément que le maintien de salaire sera calculé selon aussi la méthode des jours ouvrables moyens. Donc le salarié perçoit 3 000 € par mois, fois 24 jours qu'il a acquis, que divise 26 jours, puisque nous avons 26 jours ouvrables en moyenne dans le mois, ça nous fait un maintien de salaire à 2 769,23 €. Et puis pour le dixième, eh bien c'est les 3 000 € fois les 9 mois, plus les 2 700 € de prime de précarité, le tout, comme son nom l'indique, fois 10%, ce qui nous donne un montant de 2 970, qui est supérieur, comme 99 fois sur 100,
qui est supérieur au maintien de salaire. C'est donc ce montant-là que nous allons retenir. Le salaire brut donc de la salariée sera composé des 3 000 € de base, plus des 2 700 € de prime de préca, plus des 2 970 € d'indemnité compensatrice de congés payés. Donc, ce qui nous fait un total brut de 8 670 €. Une fois qu'on a déterminé les éléments du brut, on peut calculer les cotisations sociales. Donc le premier point que l'on peut voir est celui de la réduction générale des charges patronales. En l'occurrence, la salariée perçoit et a toujours perçu un salaire supérieur à 1,6 SMIC, donc l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale des cotisations patronales, et nous pouvons passer au deuxième point, à savoir les tranches de cotisation. Et là, nous allons nous appesantir un petit peu plus longtemps sur ce point. Donc, comme vous le savez, les tranches de cotisation doivent faire l'objet d'une régularisation mensuelle, tout simplement parce que normalement, elles se calculent à l'année. Très concrètement, ou sur une partie de l'année, lorsque un salarié n'est pas présent durant l'année complète parce qu'il entre ou sort au cours de celle-ci. Typiquement, c'est le cas de notre salarié qui va sortir de l'entreprise fin mai. Donc en ce qui la concerne, les tranches de cotisation qui nous intéressent sont les tranches cumulées entre janvier et fin mai en fait. Et non pas simplement, et non pas les tranches qui vont être de janvier, puis février, mars, avril ou mai séparément. C'est à chaque fois le cumul qui nous intéresse. Ce qui veut dire que tous les mois, en fait, on va comparer des cumuls. En janvier, on va comparer les cumuls de salaire au cumul de plafond de sécu de janvier, donc ce qui revient effectivement pour le coup à comparer le salaire de janvier au salaire au plafond, j'y tiens, hein, au plafond de la sécu de janvier. Mais en février, on va calculer les cumuls de salaire de janvier et février au cumul de plafond de janvier et février. Et même chose en mars, on va comparer les cumuls de salaire janvier, février, mars au cumul de plafond de janvier, février et mars. Alors, je vais peut-être, attendez, ça va être peut-être plus simple si je vous reconstitue une espèce de petit tableau rapidement. Vous allez comprendre comment on procède. Janvier, février, hop, mars, avril et mai. Hop, on est d'accord. Donc là, on va peut-être ici cumul salaire et cumul plafond. Une fois qu'on a compris ça, en fait, ils sont plusieurs les plafonds aussi potentiellement. Hop, une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est pas très compliqué. Tout devient plus simple. En janvier, le cumul de salaire, c'est 3 000 € comme on a dit. Le cumul de plafond en janvier, c'est 3 428 puisqu'on n'a qu'un seul plafond et que, à notre connaissance, la salariée n'a pas été absente, il n'y a pas lieu de le proratiser. Le cumul des salaires de janvier est inférieur au cumul de plafond de janvier, donc la base de cotisation sur le bulletin a dû être très clairement le salaire. On limite les cotisations au salaire puisque le salaire est inférieur au plafond. Comme son nom l'indique, le plafond, c'est le montant à ne pas dépasser. En février, les cumuls de salaire sont de 3 000 € en janvier plus les 3 000 € de février. Et le cumul des plafonds, c'est 3 428 en janvier plus 3 428 en février. Donc là, encore une fois, le cumul de plafond est supérieur au cumul des salaires. Donc c'est le salaire qui va servir de limite de tranche en quelque sorte. Donc hop, je note plus rapidement. Pour le mois de mars, c'est 3000 fois 3. Pour le mois d'avril, c'est 3000 fois 4, les 4 mois, bien entendu. Et pour le mois de mai, alors là, par contre, on va avoir un montant plus important, puisque ça va être les 12 000 qui ont déjà été donnés, donc les 3000 fois les 4 mois, auxquels on va ajouter le salaire du mois de mai, qui était de 8 670. Ce qui nous fait un total de
20 670. Concernant les plafonds, les cumuls, ils sont toujours égaux de 3428 chaque mois, hein, de janvier à mai. Donc en mars, ça sera x3. Et puis en avril, ça sera x4. Et puis en mai, ça sera 3428 x 5. Attention, ici, les cumuls auraient pu être un petit peu différents si la salariée avait eu une absence non rémunérée. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, jusqu'au mois d'avril, tout se passe bien. Le salaire en cumulé, les salaires cumulés sont inférieurs au plafond cumulé. À partir du mois de mai, on a forcément, du fait de la prime de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés, un basculement. Les salaires cumulés sont supérieurs au plafond cumulé, ce qui signifie quoi très concrètement? Cela signifie très concrètement que nous allons avoir de la tranche B ou de la tranche 2 sur le bulletin de paie. D'accord? Tout simplement parce que le salaire est au-dessus de la limite de tranche. Reste à savoir comment déterminer la part qui devra être imputée, on va dire, sur la tranche A ou 1 et la part qui devra être imputée sur la tranche B ou 2. Alors, l'erreur classique ici est d'oublier qu'on doit raisonner en cumulé et de repartir sur un raisonnement mensuel. Et de se dire, bon ben ok, j'ai de la tranche B, j'ai de la tranche 2, le plafond de la sécu mensuelle c'est 3428. Donc, je vais reprendre mon salaire à 8670 et tout ce qui sera au-dessus de 3428 passera en tranche B ou en tranche 2. Ben là, c'est faux. Ça aurait été juste si on avait été en janvier. Sauf que nous sommes en mai, en fait. Et que, en mai, la réserve, si je puis dire, de tranche A ou de tranche 1, en cumulé, elle est de 17 140 €. Elle est de 3428 x 5. On doit raisonner toujours avec le cumul, en fait. Or, jusqu'à avril, vous vous souvenez, on a dit que les salaires étaient inférieurs au plafond de la Sécu, et donc nous avons toujours cotisé à hauteur des salaires. Donc, jusqu'au mois d'avril, nous avons cotisé à hauteur de 12 000. Et systématiquement en tranche A ou en tranche 1, puisque, encore une fois, le salaire est inférieur au plafond. Nous avons cotisé en tranche A ou en tranche 1 jusqu'à 12 000 pour l'instant, et nous avons une réserve qui peut aller jusqu'à 17 140. Ce qui veut dire qu'en mai, nous allons pouvoir cotiser sur la tranche A ou sur la tranche 1 à hauteur de 17 140 moins les 12 000 que nous avons déjà utilisés en quelque sorte. Ce qui nous fait un total de 5 140. Donc, la limite de plafond du mois de mai n'est pas de 3 428. La limite, elle est bien de 5 140. Parce que là, au cours de chacun de ces mois, regardez, tous les mois, le salarié percevait 3 000 €. Et tous les mois, on avait un plafond à 3 428. C'est un petit peu comme si on avait mis de côté, mis en réserve 428 € tous les mois, qu'on n'avait pas dépensé, entre guillemets, au niveau du plafond. Et au mois de mai, on a besoin de ces 428 €, puisqu'on est au-dessus. Donc, on va aller les récupérer dans notre réserve, en quelque sorte. Si vous compreniez mieux expliquer comme ça, prenez l'explication qui vous convient. Donc après, c'est assez facile de trouver la tranche B ou la tranche 2, du moment où on a la tranche A ou 1. Le salaire est à 8 670, donc 8 670 moins la tranche A ou 1 qui va être notée sur le bulletin, à savoir 5 140, et bien en tranche B ou en tranche 2, nous aurons 3 530 €. D'accord? Donc j'attire quand même encore votre attention sur le fait que nous avons eu ce raisonnement-là, sachant qu'il était évident que le salarié ne cotiserait pas, que le salaire global cumulé de la salariée ne dépassait pas la tranche B et a fortiori la tranche 2, puisque la tranche B, elle est de plus de 13 000 € par mois, elle est de 4 plafonds, et la tranche 2, elle est carrément, la limite de la cotisation en tranche 2 est carrément de 8 plafonds.
Donc, à aucun moment, la salariée n'atteint, et a fortiori ne dépasse, la limite de la tranche B. Donc, elle est tout le temps en dessous, donc on peut, j'ai envie de dire, de fait, faire totalement abstraction de cette limite et ne raisonner que par rapport à la tranche A et U. Et c'est ce que nous avons fait ici. Je ferme la parenthèse par rapport à ce point-là. Donc, nous pouvons nous intéresser à présent au taux de cotisation maladie employeur et au taux CAF employeur, puisque comme vous le savez certainement, ces deux cotisations vont avoir des taux à géométrie variable suivant le salaire qu'aura perçu la salariée. Et bien entendu, ces taux, comme les tranches de cotisation, il va falloir opérer des régularisations, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les montants de salaire annuels qu'il va convenir de comparer. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas à des tranches de cotisation, mais à des SMIC majorés, on va dire. Donc concernant le taux de cotisation maladie employeur, le taux normal de cotisation est de 13%, mais il peut passer à 7% si le salarié ne dépasse pas 2,5 SMIC annuels. Donc, entre janvier et avril, la salariée a cotisé à hauteur de 3 000 €, puisqu'elle avait un salaire de 3 000 €, ce qui représentait en tout 12 000 €. Si on compare le cumul de 2,5 SMIC entre janvier et avril, donc ça va faire le taux horaire du SMIC est de 10,25. Normalement, on devrait multiplier par 1820 heures par an et rediviser par 12, ce qui fait 151,66666. Mais bon, peu importe. Donc 10,25 fois 151,67 fois 2,5, puisque ce qui nous intéresse c'est 2,5 SMIC, fois 4, puisque 4 mois. Donc on obtient un montant de 15 546,18 €. Ce montant est supérieur au salaire perçu par la salariée au cours de ces 4 mois. Donc on sait que les taux qui ont été appliqués entre janvier et avril étaient de 7%. Dit autrement, l'employeur, à l'heure qu'il est, la fin avril, au niveau de la cotisation maladie, a cotisé à hauteur de 12 000 €, donc l'ensemble des salaires, fois 7%. C'est le montant total qu'il a versé fin avril. On arrive maintenant au mois de mai et évidemment tout bascule, puisque quand on cumule les salaires entre janvier et mai, on arrive à 20 670 €, mais par contre quand on cumule 2,5 SMIC fois les 5 mois, on arrive à 19 432,72 €. Donc on est en dessous du cumul de salaire. Alors que va-t-il se passer? Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne peut pas dire bon ben ok, on a cotisé à hauteur de 7% de janvier à avril, et puis en mai, ben, on va cotiser à hauteur de 13%. Ça ne marche pas comme ça. Tout bascule. C'est un petit peu comme si, en fait, ok, on nous disait, ben là, en fait, vous avez cotisé 7% entre janvier et avril, mais en fait, depuis le 1er janvier, vous auriez dû cotiser à hauteur de 13%. Donc, il va falloir régulariser. Alors là, deux façons, deux méthodes. La première me semblait plus simple pendant longtemps, puis je m'aperçois que pas forcément au niveau de la compréhension. Donc a priori, je vais commencer par la seconde, parce qu'elle est peut-être plus simple, vous me direz ce qu'il en est, et en plus, elle a l'avantage de correspondre à ce qui doit être noté au niveau de la DSN. Sur le bulletin, on peut noter ce que l'on souhaite et comme l'on souhaite au niveau de la régularisation. Donc on peut avoir les deux lignes qui correspondent à la méthode 1 ou avoir les deux lignes qui correspondent à la méthode 2. Mais par contre, en DSN, on aura un calcul qui ressemble à la méthode 2. Dit autrement, en DSN, vous ne verrez pas apparaître de taux cotisation maladie à 13%. Vous ne la verrez pas. Vous verrez juste le taux à 7% et vous verrez un taux en dessous à 6%. Donc, selon la deuxième méthode, concrètement, comment va-t-on faire? On va dire, ok, donc, au niveau de ce qu'on a déjà cotisé, entre janvier et avril, on a cotisé à hauteur de 7%. Donc, concernant la partie de cotisation à 7%, il nous manque que la cotisation du mois de mai.
Donc, je prends le salaire de mois de mai, je multiplie par 7% et je vais verser 606,90. Par contre, concernant alors j'allais dire la majoration, mais c'est pas la majoration puisque 13% normalement c'est le taux normal. Mais disons qu'on a eu une déduction qui était indue de 6%. Donc, de janvier à mai, j'aurais dû cotiser pour ces 6% supplémentaires. Or, je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais prendre l'ensemble des salaires perçus entre janvier et mai, donc les fameux 20 670 €, et je vais appliquer un taux de cotisation à 6%, ce qui fait 1240,20 €. Et j'aurai ces deux lignes qui apparaîtront sur le bulletin de paie. Une cotisation à 7% plus 606 et une cotisation à 6% plus 1240. Première option. Deuxième option qui revient au même au niveau du résultat, on est bien d'accord. Je vais dire, bon ok, j'ai cotisé à hauteur de 7% pendant 4 mois, je me suis trompée, enfin je me suis trompée, je ne pouvais pas savoir, mais on va considérer que je me suis trompée. Je vais donc reprendre la totalité de la somme que j'ai versée, donc les 1200 € de salaire fois les 7%, donc je vais reprendre 840 €, et je vais verser cette fois-ci 13% pour l'ensemble des salaires qui ont été versés entre janvier et mai, soit 2687,10 €. On est d'accord, 2687,10 moins 840, ça fait 1847,10, et 606,90 plus 1240,20, ça fait aussi 1847,10. Le montant total va être exactement le même. D'accord? Donc, concernant le calcul de la CAF, je vais avoir exactement le même raisonnement, sauf que bien sûr, les taux sont différents et hop, la limite, on va dire, qui fait basculer d'un côté ou de l'autre ne sera pas le même montant non plus. Ce serait trop facile si c'était le même montant. Donc là, cette fois-ci, on va raisonner avec un cumul de 3,5 SMIC. Donc, en dessous, c'est super, ou jusqu'à 3,5 SMIC, c'est super. On a droit à un taux minoré, donc à 3,45. Au-dessus, pas de chance, on a le taux normal à 5,25. En l'occurrence, donc entre janvier et avril, par définition, on a cotisé avec un taux minoré, puisque si le salaire était inférieur à 2,5 SMIC, il était forcément inférieur à 3,5 SMIC. Mais sinon, bon, les calculs relèvent de la même logique, je vous laisse regarder. Et puis, en mai, quand on compare les calculs, à nouveau, les salaires cumulés sont toujours inférieurs à 3,5 SMIC cumulés entre janvier et mai. Donc, au mois de mai, on va cotiser toujours à 3,45, soit le montant du salaire du mois de mai, 8670 fois 3,45, ce qui va nous donner 299,12. Ok ? Écoutez, maintenant que ces calculs-là sont faits, on peut aller voir ce que cela va donner sur les bulletins clarifiés et sur le bulletin de contrôle ou le bulletin détaillé. Alors, sur ma gauche, le bulletin de paie clarifié et sur ma droite, le bulletin de paie détaillé ou de contrôle suivant l'expression que vous avez l'habitude d'employer. Je vous propose de suivre les deux bulletins simultanément pour voir le passage de l'un à l'autre et pour bien percevoir notamment les regroupements qui peuvent être effectués au niveau du calcul des cotisations, puisque ça fait partie des questions qui m'ont été posées. Donc sur la partie haute du bulletin, comme vous pouvez le constater, les deux bulletins sont totalement identiques, notamment au niveau du calcul des éléments du brut, sans surprise. On retrouve le salaire de base, les indemnités compensatrices de congés payés, la prime de précarité, ce qui nous fait un total brut de 8670 €. Au niveau des cotisations, bien sûr, des différences apparaissent. Sur le bulletin clarifié, comme vous le savez sûrement, on a un regroupement par bloc ou par thème de cotisation, là où sur le bulletin détaillé ou de contrôle, il n'existe aucune règle officielle et en général, pour des raisons très pratico-pratiques, on effectue un regroupement par caisse de cotisation, tout simplement.
Mais voilà, sachez que la présentation qui est la mienne ici aurait pu être tout autre. Il n'existe aucune règle juridique qui encadre cette présentation des cotisations dans le bulletin, dans l'ancien bulletin détaillé, dans le bulletin de contrôle. Alors, voyons maintenant plus spécifiquement donc, dans le détail. Donc, le premier bloc du bulletin le premier bloc du bulletin clarifié, le bloc santé, avec en tout premier lieu tout ce qui est cotisation, donc maladie au niveau de la CPAM, puis la prévoyance, et vient ensuite la couverture santé. Donc on retrouve les cotisations donc ici pour la maladie, et puis on va les retrouver un petit peu plus bas, donc ici pour la prévoyance et pour la couverture santé sur le bulletin donc, détaillé. Donc vous vous souvenez que pour le calcul de la sécurité sociale, dans notre exemple, nous étions obligés d'avoir deux lignes en fait sur le bulletin, donc deux formules possibles. Donc première formule, on commence par cotiser à hauteur du salaire du mois à 7%, étant entendu que l'on a déjà cotisé à 7% sur l'ensemble des salaires qui allaient du mois de janvier au mois d'avril. Et on cotise ensuite à hauteur de 6%, donc c'est une cotisation complémentaire pour arriver à 13%, sur tous les salaires versés du 1er janvier au 31 mai, puisque cette cotisation n'avait jamais été réglée auparavant et qu'elle doit l'être. Donc ça, c'est la première version qui est évidemment présentée de façon identique sur les deux bulletins. Il existait une deuxième version que je vais faire afficher ici. Donc on est bien d'accord que si je choisis la deuxième version, bien sûr, hop, je ne sélectionne pas la première, c'est l'une ou l'autre. Et la deuxième version consistait à dire, eh bien, je vais commencer par annuler toutes les cotisations que j'ai versées au titre de la cotisation maladie entre janvier et avril, ce qui fait que je récupère les 840 € que j'ai déjà versés, donc je suis à cotisation zéro pour la maladie, et je peux désormais, sur l'ensemble des salaires versés du 1er janvier au 31 mai, appliquer un taux de cotisation de 13%. Et évidemment, ça se présente de façon identique sur le bulletin détaillé. Donc, j'avoue que la première version va être celle qu'on va conserver. Donnez-moi juste un tout petit instant. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est aussi c'est cette présentation, on va dire, qui va être la plus facile pour effectuer les contrôles en DSN. Comme je vous disais, au niveau de la DSN, le taux 13% n'est pas notifié. On a juste un taux à 7% et un taux à 6%. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que pour ce salarié, lorsque vous allez effectuer vos vérifications en DSN, vous devrez vérifier que sur le taux à 7%, vous avez bien une cotisation à 606,90 € et que sur le taux à 6%, vous avez une cotisation à 1240,20 €. Donc si vous présentez votre bulletin tel qu'on vient de le voir là, juste à l'instant, vous serez obligé en fait d'effectuer des petits calculs, alors simples somme toute, pour retrouver ces deux montants et vérifier que votre DSN est correct. C'est, je pense, une des raisons principales pour laquelle la plupart des bulletins se présentent ainsi, avec un taux à 7 et un taux à 6%, taux complémentaire. Alors, concernant à présent la prévoyance, donc elle portait sur la tranche A et sur la tranche B. On avait un taux qui, je vous rappelle, était au total de 0,96%. Et l'astuce ici consistait effectivement à bien remarquer que le montant, enfin le taux qui nous intéressait était bien le total. Tous les autres taux au niveau de la paye, j'entends bien, au niveau de la paye n'ont pas d'intérêt. Ils en ont évidemment au moment où on contracte avec l'organisme, puisqu'il est évidemment impératif de respecter à minima les taux qui apparaissent ici. Donc ce taux est de 0,96% sur les tranches A et B, répartis équitablement entre l'employeur et le salarié, puisque c'est pour moitié pour l'employeur et pour moitié pour le salarié. Donc 0,96 que divise 2, et bien effectivement on tombe bien sur 0,48.
Alors, juste une petite... et donc, ça portait sur la tranche A, pardon. Donc, la tranche A dans le bulletin, hein, comme on l'a calculé, elle est bien d'un plafond, donc 5 140 €. Et la tranche B, forcément, elle va être de 8 670 € moins la tranche A. Elle va donc être, pardon, ici, de 3 530 €. Alors, pourquoi 8 670 moins la tranche A? Tout simplement parce que le salarié perçoit moins de 4 plafonds, donc le salaire ici est inférieur à la limite de la tranche B. Sinon, on aurait effectué limite de la tranche B moins 5 140 €. Donc pour les personnes qui sont allergiques, totalement allergiques aux mathématiques, je rappelle juste que là j'ai effectué une présentation sur 2 lignes, 2 rubriques, mais il aurait été possible de regrouper en fait le tout en une seule rubrique et de mettre les deux montants, donc soit 8 670 € fois un taux à 0,48 pour le salarié, 0,48 pour l'employeur. Pourquoi? Tout simplement parce que les taux ici, en tranche A et en tranche B, sont égaux. Donc, il est possible d'additionner dans ces conditions les bases et de les multiplier directement par 0,48. Là, c'est vraiment une présentation. Vous présentez comme cela vous correspond le mieux et comme c'est le plus facile pour vous. Donc, la complémentaire santé à présent. Il faut savoir donc que la complémentaire santé porté sur le plafond de la sécurité sociale et on va avoir un taux à 3% pour la salariée et un taux à 0,5% pour l'employeur. Donc pourquoi 3% pour la salariée et 0,5% pour l'employeur? Bien là encore, ce sont les annexes qui vont nous donner l'information. Si vous vous souvenez bien, la salariée avait opté pour la mutuelle privilège. L'employeur, quoi qu'il arrive, aura un taux donc, de 0,5% du plafond. Et la salariée avait demandé à ce que, elle soit assurée bien sûr, mais également ses 2 enfants. Donc c'est 1,5% du plafond pour elle et 0,75% fois 2 pour ses enfants. Donc on calcule ainsi dans ce cadre-là parce que cette couverture santé fonctionne ainsi et que le contrat a été prévu ainsi. Donc revenons sur le bulletin de paie et bien sûr au niveau du bulletin détaillé, au bulletin de contrôle, comme vous pouvez le voir, les montants apparaissent ici et les rubriques sont identiques à celles du bulletin clarifié. Alors l'accident du travail à présent, donc la base va être le salaire et puis on avait un taux patronal à 1,8%. On retrouve un copier-coller de cette cotisation sur le bulletin détaillé. Donc passons à présent aux cotisations retraite. Donc dans ce bloc, on va retrouver des cotisations sécurité sociale, plafonnées et déplafonnées, la cotisation Agir Carco et la CEG, ainsi que la contribution d'équilibre technique. Et nous retrouverions également la retraite supplémentaire si la salariée cotisait, la salariée et l'employeur cotiser pour une retraite supplémentaire. Donc concrètement, comment cela se présente-t-il? Là, donc au niveau de la cotisation plafonnée sécurité sociale, et bien comme son nom l'indique, elle est plafonnée. Donc la base de cotisation sera de 5 140 €. Et puis sur la cotisation déplafonnée, toujours comme son nom l'indique, on fait sauter le plafond et la cotisation, la base de cotisation sera le salaire, soit 8 670 €. Concernant la complémentaire, bien en tranche 1, la base va être la tranche 1 du bulletin, donc 5 140 € à nouveau, et la tranche 2 sera, vu que le salaire est inférieur à la limite de la tranche 2, soit à 8 plafonds de la Sécu, donc le montant de la cotisation sera de 8 670 moins 5 140, soit 3 530, comme on l'avait du reste calculé précédemment. Donc ici, j'ai fait le choix, c'est un choix, ce n'est pas une obligation, de regrouper les cotisations Agir Carco et CEG par tranche de cotisation, bien sûr, puisque la base va être la même
en tranche 1 et la base Agir Carco et CEG sera la même en tranche 2. Donc il est possible, dans la mesure, vous voyez, hein, le montant ici est le même, et il est toujours le même quelle que soit la situation et le contexte. Il est donc possible d'additionner les deux taux, hein, 3,15 plus 0,86, ce qui nous donne 4,01. Et 4,72 plus 1,29, puis 8,64 plus 1,08 et 12,95 plus 1,62. Bon, mathématiquement, cela revient au même. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose qui a été imposé par le bulletin, par la loi qui a instauré le bulletin clarifié. Concernant maintenant la contribution d'équilibre technique, eh bien, la contribution d'équilibre technique, comme vous le savez peut-être, va porter sur les tranches 1 et 2 dans la mesure où le ou la salarié a un salaire cumulé supérieur au plafond, au cumul des plafonds de la sécurité sociale. Donc, on sait très bien que le cumul des salaires était inférieur au cumul des plafonds entre janvier et avril. De fait, le salarié n'a jamais cotisé. En mai, on bascule. Donc, à partir du mois de mai, il va falloir cotiser, sur ce bulletin de mois de mai, il va falloir cotiser à la CET et il va falloir cotiser dès le 1er janvier, en fait, hein, donc sur toute la période annuelle du 1er janvier au 31 mai. Donc la base de cotisation va être l'ensemble des salaires, puisque encore une fois les salaires sont inférieurs à la limite de la tranche 2 de cotisation. Et puis on va appliquer le taux de 0,14% pour le salarié et 0,21% pour l'employeur. Et ici, sur le bulletin détaillé, la CET se présente exactement comme elle se présente sur le bulletin clarifié. La CAF, la cotisation CAF à présent, eh bien on sait qu'on continue à appliquer un taux réduit à 3,45, donc la base sera de 8 670 €, comme on l'a vu précédemment. Alors les cotisations chômage sur le bulletin, donc on a les cotisations chômage en tranche A et B. Donc tranche A et B, concrètement cela correspond dans votre cas au salaire, puisque le salaire est inférieur à la limite de la tranche B. Et on va appliquer un taux de 4,20 €. Donc pourquoi 4,20 %? Alors là par contre c'est une obligation. La loi qui a mis en place le bulletin clarifié impose qu'on effectue un regroupement entre les cotisations chômage et l'AGS. Donc les bases évidemment de la cotisation chômage et de l'AGS sont les mêmes, hein. Donc en l'occurrence ici c'est les tranches A et B. Donc tout simplement on additionne le taux de 4,05 et le taux de 0,15, ce qui nous fait un taux à 4,20 %. Et là, encore une fois, autant pour la retraite, c'est un petit peu mon choix et vous n'êtes pas obligé d'effectuer ce regroupement, autant sur le bulletin clarifié pour le chômage, le regroupement est imposé et nous devons tous l'appliquer quoi qu'il arrive. Nous avons ensuite potentiellement donc l'APEC sur les tranches A et B. En l'occurrence, la salariée n'est pas cadre, donc nous n'aurons aucune cotisation APEC à verser. Et nous avons ensuite autre contribution due par l'employeur, et en général c'est cette rubrique qui pose problème, puisqu'effectivement elle regroupe un ensemble de cotisations qui sur le bulletin détaillé sont évidemment calculées séparément. Donc elle comprend en premier lieu la contribution solidarité autonomie. Elle comprend ensuite la contribution au dialogue social, puis vient s'ajouter éventuellement le versement transport. En l'occurrence, le taux de versement transport de l'employeur est de 0%, donc nous n'en avons pas. Vient ensuite, décidément, le versement au titre du FNAL. Donc là, faites bien attention, notre entreprise compte plus de 50 salariés. De fait, l'assiette de cotisation va être ici le salaire avec un taux de cotisation qui est de 0,50 %.
Si l'entreprise avait eu moins de 50 salariés, la base de cotisation aurait été le plafond, donc 5 140 €, et le taux de cotisation aurait été de 0,10%. Donc faites bien attention, le FNAL va différer en fonction de la taille de l'entreprise. Alors le forfait social, alors lui, diffère en fonction de plusieurs critères. Il va commencer, alors d'une part, on va commencer par avoir le forfait social à 8%. Donc le forfait social à 8%, mais je n'arrête pas de faire des bêtises. Le forfait social à 8% s'applique pour les entreprises qui ont 11 salariés et plus, donc elle ne s'applique pas, elle n'existe pas si vous préférez pour les entreprises de moins de 11 salariés. Et la base de cotisation va être en fait les parts patronales de prévoyance et de mutuelle. Donc les parts patronales de cotisation prévoyance et mutuelle au niveau du forfait social à 8%, deviennent la base de cotisation. D'où le fait qu'on ait toujours une base un petit peu originale, on va dire. D'accord ? Imaginons que notre salarié ait été amené à cotiser au titre de la retraite supplémentaire. Et bien, dans ce cas-là, on aurait eu une cotisation au titre du forfait social à 20% cette fois-ci, qui aurait porté sur la part patronale de cotisation de retraite supplémentaire. Et cette cotisation à 20% s'impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Concernant donc cette autre contribution par l'employeur, donc ce montant de 260,12 €, on va également ajouter, en tout cas en ce qui me concerne, la construction à hauteur de 0,45%, dans la mesure où l'employeur fait le choix de verser ce taux en cotisant. On aurait très bien pu préférer investir dans l'achat ou dans la construction de logements neufs à hauteur de 0,45% de la masse salariale. C'est un choix qu'effectue chaque employeur. Et évidemment, nous avons également donc l'apprentissage à hauteur de 0,68%, et puis la formation d'un salarié, donc pour des salariés de plus de 11, des entreprises de plus de 11 salariés, donc le taux aurait été de 0,5%, 55% si l'entreprise avait eu moins de 11 salariés. Voilà donc pour autre contribution due par l'employeur en ce qui concerne ce bulletin. Les cotisations statutaires prévues par la convention collective, en l'occurrence nous n'en avons pas. J'aurais pu éviter d'insérer cette rubrique. Et puis bien sûr, il reste à calculer la CSG, la base CSG et CRDS. La base CSG CRDS, vous vous souvenez, c'est le salaire brut, donc 8 670 € que multiplie 98,25%, et on va ajouter les parts patronales de prévoyance et de mutuelle, de couverture santé, pour retrouver donc les 8 577,03 €. Donc sur le bulletin détaillé, la présentation est la même. J'ai fait le choix ici de séparer la CSG non déductible et la CRDS non déductible pour avoir le détail, que ce soit le plus détaillé possible pour les vérifications, mais ce n'est pas une obligation, et certains bulletins détaillés regroupent également ces deux cotisations ensemble. Et puis il reste donc à calculer ou à retrouver la réduction des cotisations employeurs. Donc là en l'occurrence le montant est de 0 € puisque le salaire est bien trop important pour que l'employeur puisse en bénéficier. Et le total des cotisations, bien d'un côté comme de l'autre, sur un bulletin comme sur l'autre, va consister à la somme des parts salariales ou à la somme des parts patronales. Alors, le net à payer à présent. Donc, le net à payer avant impôt sur le revenu va être égal au salaire brut, moins les cotisations et contributions salariales, et éventuellement plus ou moins les montants qui seraient notés dans le net.
Donc plus le remboursement de frais par exemple et moins l'acompte qui a déjà été versé aux salariés, pour caricaturer. Donc une fois qu'on a retrouvé le net à payer avant impôt sur le revenu, alors on peut calculer l'évolution liée à de la rémunération liée à la suppression des cotisations maladie et chômage. Alors, donc là, concrètement, comment retrouve-t-on les 127,30 €? Eh bien, il s'agit de la base maladie, ici à 8670, que multiplie 0,75%, puisque précédemment, le taux salarial était de 0,75%. On va ajouter à cette base maladie la base chômage, qui très souvent est la même, à 8670 €, que l'on va multiplier par 2,4%, puisque précédemment, le taux salarial était de 2,4%. Et on va déduire la base CSG-CRDS que multiplie 1,7%, puisque la base a été revalorisée, on va dire. Et donc ça nous fait un total de 127,30 €. Donc ce calcul, on va dire, est un calcul qui a valeur d'information, mais qui n'a pas de conséquences financières. Par contre, il en va tout autrement, évidemment, du calcul de la base de l'imposition. Alors, comment retrouve-t-on la base de l'impôt sur le revenu? Bien, vous vous souvenez, hein, c'est le salaire brut auquel on va déduire la part salariale de cotisation. On va venir ajouter la part patronale de cotisation au titre de la mutuelle et exclusivement au titre de la mutuelle. On n'ajoute pas les parts patronales au titre de la prévoyance. Et puis on va aussi ajouter, bien entendu, le montant de la CSG et de la CRDS non déductibles ou imposables. Et normalement, vous devriez retrouver ce montant-là. Le montant prélevé, c'est le taux fois la base, hein, tout simplement. Et le net à payer, très simple, hein, ça va être le net à payer avant impôt sur le revenu, moins le montant du prélèvement. Et on retrouve donc ce montant de 6655,42 qui va être la somme qui va vraiment être versée à la salariée sur son compte bancaire. Alors, les allègements de cotisation. Donc, dans le cas qui nous occupe, les allègements de cotisation vont être égales à 8670, donc la base CAF, que multiplie 1,8. Pourquoi 1,8? Parce que le taux normal aurait dû être de 5,25. L'employeur bénéficie d'un taux minoré à 3,45. 5,25 moins 3,45, ça fait 1,8%. Donc, il bénéficie d'un allègement de 1,8%. Donc, 8670 fois 1,8%. Évidemment qu'on aurait ajouté à ces allègements les réductions patronales, si réduction il y avait eu, et l'allègement lié au taux minoré en maladie si le taux appliqué avait été le taux à 7% et non pas le taux à 13% comme c'est le cas ici. Et le total donc versé par l'employeur va correspondre en fait à une sorte de salaire brut, de super brut. Donc ça va être le brut salarial auquel on va ajouter le brut patronal. On n'ajoute normalement aucun autre élément, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé ajouter les parts patronales de titre restaurant ou les indemnités de licenciement qui apparaîtraient ici dans le net parce qu'elles seraient exonérées de cotisation. Sur le bulletin détaillé, on avait bien sûr le net à payer avant impôt, on avait souvent le salaire net, même si je ne l'ai pas fait apparaître là, et puis on avait le net à payer. J'ai laissé la base imposable, etc. Mais alors sur le bulletin de contrôle, ça peut avoir son intérêt, mais lorsqu'on a utilisé le bulletin détaillé, on ne prélevait pas le PAS, donc on n'avait évidemment pas le taux et le montant prélevé. Et bien voilà.
Bah, encore une fois, je crois que j'ai été plus longue que prévu. Donc désolée si sur la fin, notamment au niveau du bulletin, j'ai un petit peu cafouillé ou vous sentiez qu'il me tardait de finir. C'est pas forcément le cas, c'est juste que je m'y suis repris à 3 fois. J'ai eu des problèmes d'enregistrement, enfin je passe les détails. Et je vous cache pas qu'à la 3e fois, j'en avais marre de répéter la même chose. C'est juste, donc c'était juste ça. Et la 3e version n'était pas forcément du coup la meilleure. Donc voilà, désolée. La prochaine fois, c'est presque sûr. Je pense que je vais passer sur une infographie sur la procédure concernant la rupture conventionnelle. Et je rédigerai peut-être un article sur le blog. Parce que là, j'éprouve le besoin de repartir vers le droit du travail. Et pour la paye, le prochain calcul, eh bien, je suis un petit peu hésitante. J'hésite entre les congés payés, parce que ça m'a été demandé aussi, et, euh, et revoir les cotisations et leurs calculs et leur régularisation une par une. Et j'ai aussi la proratisation des plafonds dans mes top priorités. Après, il y en a d'autres, enfin, il y a d'autres choses qui ont été demandées, mais c'est ce qui remonte le plus, on va dire. Donc je suis encore un petit peu hésitante, sincèrement. Je vous dirai plus tard ce qu'il en est. Je suis désolée, je peux pas m'avancer davantage. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.